Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13 heures et la même heure un peu partout au Mali. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition, deuxième jour du dialogue intermalien, phase régionale de la diaspora. La journée est consacrée aux travaux de groupe. Les 5 thématiques retenues sont analysées par les participants qui réfléchissent également sur les recommandations issues de la phase communale. Dans ce 13 heures dimanche, nous tenterons d'entrer en contact avec certains gouverneurs et ambassadeurs pour voir comment se déroule le dialogue intermalien ici au Mali et à travers le monde. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition, nous irons notamment au Niger où les États-Unis acceptent de retirer ses soldats du pays. Nous ferons aussi un tour en Centrafrique où le naufrage d'un bateau a causé la mort de dizaines de personnes. L'actualité, elle est également sportive. Oui, toute l'actualité des sports, ce sera avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? L'actualité sportive est dominée par le sport roi, le football sur le continent. Les compétitions interclubs de la CAF sont au stade des demi-finales, dont les matchs allés sont à l'honneur ce week-end. En Espagne, c'est le jour du Classico. Le Barça se déplace au Santiago Bernabéu pour défier le Real Madrid. On parlera également de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 et la 5e journée en basketball. L'actu des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes ou dans une demi-heure. À tout à l'heure, Famourou Djourté. Et puis Focus Santé porte ce dimanche sur la fertilité. Rendez-vous enfin l'infertilité. Focus Santé porte sur l'infertilité. Rendez-vous en fin de journal avec Kumba Assissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. L'actualité malienne est fortement dominée par la phase régionale du dialogue intermalien. Au deuxième jour des travaux, les participants analysent les recommandations issues de la phase communale. Nous ferons un tour dans certaines capitales régionales et missions diplomatiques tout à l'heure pour savoir comment se passent les choses dans les salles. D'abord ici à Bamako, les travaux se tiennent au Palais de la Culture. Aridou Matina, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Vous venez de regagner la rédaction. Ce matin sur place, vous étiez au Palais de la Culture où vous avez suivi une visite du président du comité de pilotage du dialogue intermalien, Ousmane Issoufi Maïga. Quel est son constat? Oui, Ibrahim Traoré, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, tout comme lors de la phase communale, il y a une semaine, est à pied d'œuvre lors de cette phase régionale du dialogue intermalien qui a démarré hier samedi. Vous le savez, hier, il était à Kouligro pour assister à l'ouverture, en tout cas au démarrage de cette phase régionale. Et ce dimanche, c'était le tour du district de Bamako. Et au niveau de ce district de Bamako, les travaux se déroulent au Palais de la Culture Amadou Ampateba, ainsi la délégation du comité de pilotage avec à sa tête son président Ousmane Issoufi Maïga est arrivé sur le lieu à 12 heures. L'objectif était clair, Ibrahim Traoré, c'était de venir voir comment les choses se déroulent, notamment comment les travaux évoluent. Et Ousmane Issoufi Maïga s'est réjoui en tout cas de la mobilisation qui se passe au niveau du Palais de la Culture. Il a profité de l'occasion pour faire le tour de chacune des 5 commissions. Et partout où il a été, il a salué les participants et les participantes pour leur mobilisation et les a encouragés à poursuivre cette initiative patriotique, voire républicaine. Et il a profité de l'occasion pour leur demander de faire la synthèse, le diagnostic sans complaisance des différents mots qui minent en tout cas notre pays. Et le souhait de tout le monde, a commencé par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui est l'initiateur de ce dialogue, de tout mettre en œuvre pour que le Mali puisse retrouver une paix définitive et durable. En tout cas, il s'est réjoui de la mobilisation qui a prévalu au niveau du district de Bamako. Pour la circonstance, il était accompagné par beaucoup de personnes, dont le gouverneur du district de Bamako. Merci beaucoup, Aridou Matina. Et nous partons à l'intérieur du pays pour voir comment se déroulent les travaux. Première escale, Kita. Nous avons justement sur place en ligne le gouverneur de région, Daouda Maïga. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se déroule le dialogue intermalien dans votre région au deuxième jour des débats? Assez bien.
nous avons pu regrouper tous les intervenants venant de l'intérieur des communes, presque une centaine. Nous avons également les légitimités et autorités traditionnelles, qui sont très nombreuses, les différentes associations, les corporations, et pour l'instant, le dialogue se déroule très bien. Et comment est-ce que les travaux se passent dans la pratique chez vous? Alors, dans la pratique, puisqu'il y a eu les travaux au niveau communal, donc des recommandations de résolution ont été faites, il y a eu un effort de synthèse par thématique, donc sur les 5 thématiques, et ces synthèses sont mises à la disposition des 5 groupes de travail qui ont été constitués et qui sont appuyés depuis hier et qui sont en train de finaliser aujourd'hui. Et déjà, peut-être cet après-midi ou plus tard demain matin, la plénière sera réalisée et nous nous acheminerons vers la fin des travaux demain. Et qu'est-ce que vous attendez de vos participants, on va dire ainsi? Alors, il y a un diagnostic qui a été posé, un certain nombre de propositions, de solutions, de recommandations et même de résolutions qui ont été proposées au niveau des communes et qui ont été synthétisées. Il s'agit, sur la base de ce travail qui est venu de l'intérieur, de voir qu'est-ce qui peut être en ajout, qu'est-ce qui peut être amendé, qu'est-ce qui peut être amélioré et surtout, qu'est-ce qu'on peut prendre comme grande résolution pour la région de Kita au fin de ce qu'on va proposer au niveau national. Et tout cela se passe dans la sérénité. Oui, allez-y. Chacune des représentants, qui sont près de 350, puisse dire honnêtement, fondamentalement, en toute conscience, ce qu'il ressent et comment il trouve les solutions idoines aux problèmes qui vit notre pays, notamment en matière de cohésion sociale, de réconciliation nationale et de solutions aux problèmes que nous vivons dans notre pays, le Mali. Alors, et globalement, quelle appréciation faites-vous des débats? Est-ce que ça se passe dans la sérénité dans votre région? Écoutez, personnellement, je suis très heureux du déroulement. Il se passe dans la convivialité, dans le respect mutuel, dans le sérieux. Nous avons déjà, à travers toutes les interventions, informé qu'aucune proposition n'est de trop, aucune personne ne doit être interrompue par rapport au raisonnement et à l'argumentation qu'elle donne pour le devenir et l'avenir du pays. Et pour ma part, je suis très heureux de ce déroulement. Nous avons vu les accords passer et nous savons bien que celui-là est le plus inclusif possible pour les Maliens. Tout le monde se reconnaîtra dans ce qui va être proposé. Monsieur le gouverneur Daouda Maïga, je rappelle que vous êtes gouverneur de Kita. Merci et très bonne continuation à vous. Merci beaucoup. De la capitale de l'Arachide, cap sur la cité des Balanzans, le gouverneur de Ségou, contrôleur général Alassane Traoré, est en direct avec nous. Monsieur le gouverneur, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que les travaux se passent bien chez vous au deuxième jour du dialogue intermalien phase régionale? Les travaux se poursuivent normalement au niveau des 5 groupes thématiques en sa deuxième journée aujourd'hui. Comment est-ce que les travaux se déroulent dans la pratique? Les 5 groupes thématiques sont en train de travailler et ça a commencé depuis hier sur les recommandations, n'est-ce pas, des phases communales. Donc ils sont en train d'éplucher ce travail-là et avec bien sûr les 5 groupes thématiques et maintenant avec l'étude qui est faite au niveau de chaque rapport, ils voient au niveau des participants les recommandations qui sont à même d'être prises en compte par rapport aux données qui sont déjà faites au niveau des communes. C'est comme ça que ça se passe depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et personnellement, quelle appréciation faites-vous du déroulement de ce dialogue dans votre région? Oui, je pense que le déroulement est tout à fait normal, il est tout à fait correct. Nous sommes nous-mêmes sur le terrain, nous sommes en train de superviser. On va de groupe thématique en groupe thématique pour superviser l'évolution des travaux et globalement ça se passe bien jusqu'à aujourd'hui. Contrôleur général Alassane Traoré, je rappelle que vous êtes gouverneur de Ségou. Merci. Merci beaucoup. Et sans transition, rendons-nous à Kidal, où nous avons en ligne M. Bokari Diallo, il est directeur de cabinet du gouverneur de Kidal. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Est-ce que les travaux se déroulent bien dans votre région, Kidal? Alors, bonjour d'abord à toute la population malienne, général et singulièrement à la population de Kidal. Je peux vous assurer
à l'instant précis que les travaux du dialogue ont commencé depuis hier, comme partout au Mali, conformément à la volonté des plus hautes autorités. Et la deuxième journée aussi a commencé à 8h30. Les travaux se déroulent normalement avec une très forte participation, une participation estimée à environ 400 participants et avec toutes les sensibilités et des débats de façon inclusive. Donc, aucun incident à signaler et un engouement total autour des travaux du dialogue intermalien, la phase régionale au niveau de Kidal. Et personnellement, quelle appréciation faites-vous des contributions des uns et des autres? Très bonne appréciation, parce que à partir des recommandations déjà que nous avons depuis hier, pensons que la population de Kidal est résolument engagée à aller vers la paix, la réconciliation et à participer de façon très forte à toutes les actions de la République et toutes les décisions prises au sommet de l'État malien. Monsieur Bokari Diallo, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du gouverneur de Kidal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. De Kidal, je vous ramène dans le centre du pays, plus précisément à Sand, où nous avons en ligne le gouverneur de Sand, le colonel-major Ousmane Sangaré. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous comment se passent les travaux du dialogue intermalien dans votre région. Bonjour l'OETM, je profite de votre antenne pour saluer tout le Mali. À la date d'aujourd'hui, les travaux du dialogue intermalien se passent très bien dans la région de Sand. La population a bien compris, elle est sortie massivement et tout se passe normalement pour le moment. Et comment est-ce que ça se passe, les discussions en salle? Et les discussions en salle aussi se passent très bien. L'essentiel, c'était que les gens comprennent d'abord les thématiques avant de s'engager dans les discussions. Donc, à l'issue d'un tour dans les différents bureaux qui ont été classés par thématiques, je me suis rendu compte vraiment que les gens, ils ont vraiment compris les thématiques et les discussions se passent normalement et dans de très bonnes conditions. Et qu'est-ce que vous attendez des participants? Et on attend des participants, et après la compréhension des différentes thématiques, de faire de très très bonnes recommandations qui permettront au pays de trouver les chemins pour sortir des difficultés que nous traversons depuis plus d'une décennie. Parce que c'est bien ça l'objectif recherché, traiter nos problèmes à l'interne ici, plutôt que de compter toujours sur l'aide de quelqu'un. Donc ça n'a pas donné de résultats depuis très longtemps et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et pendant ces 3 jours, disons, pour essayer de trouver les recommandations clés qui vont faire désormais que nous allons au moins se démarrer pleinement et pousser le Mali vers l'avant comme ça a été depuis les temps. Colonel-major Ousmane Sangaré, je rappelle que vous êtes gouverneur de Sand. Je vous remercie. Merci beaucoup. De Sand, le train du dialogue intermalien nous conduit cette fois-ci à Sikasso, d'où nous avons la gouverneure de région Kanté Marie-Claire Dambélé. Bonjour Madame la gouverneure. Bonjour. Est-ce que les travaux se déroulent bien dans votre région? Effectivement, les travaux se déroulent très bien dans la région de Sikasso. Et après la phase communale reçue, et hier c'était l'ouverture de la phase régionale. Et les participants sont venus. Et là, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les participants, que ce soit les communautés et les leaders religieux, les autorités locales, les membres de la société civile, l'équipe régionale de réconciliation nationale et tous les membres de la société civile. Et ça se passe très bien et sans incident. Et les débats? Oui, les débats, ils sont en train de travailler sur les 5 thématiques. Donc, toutes les corporations sont réparties entre les 5 thématiques. D'accord. Et à la fin, à la plénière, le dernier jour, tous les participants vont analyser, vont faire une analyse des présentations des thématiques par les différents rapporteurs des groupes.
thématiques. Et puis, il y aura une synthèse, la présentation de la synthèse des communes. Et je tiens vraiment à remercier les hautes autorités, les plus hautes autorités et tout le leadership du président de la transition pour cette initiative qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer et de parler de notre vision pour le Mali nouveau. Et c'est ce que j'ai dit à l'ouverture. Nous devons saisir cette opportunité pour soigner les plaies de nos cœurs. Kanté, Marie et Claire Dambélé, oui. Je suis convaincue que nous allons ensemble surmonter les défis qui se dressent devant nous à travers ce dialogue. Très bien. Merci beaucoup, Madame la gouverneure de Sikasso, et bonne continuation à vous. Ok, merci bien, merci à vous. Et nous poursuivons, ou nous terminons donc ce tour d'horizon des travaux, de poursuivre un peu le déroulement des travaux à l'intérieur du pays. Tour d'horizon qui nous amène cette fois-ci à Kay où l'engouement est de taille. Constat du gouverneur de la région qui affiche toute sa satisfaction après une visite de supervision ce matin. Le colonel-major Moussa Soumaré s'est exprimé tout à l'heure au micro de Kansoutou Kanouté. Lors du lancement de la phase régionale, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Kay a refusé du monde. Tout le monde voulait y participer. C'est pour vous dire combien cette initiative du président de la transition a été saluée par les populations. Et les populations placent beaucoup d'espoir en ce dialogue intermalien. Il était temps que nous, Maliens, que nous parlions sans intermédiaire, sans autres acteurs extérieurs, pour que le Mali puisse définitivement connaître la paix, pour qu'on puisse laver enfin les linges sales en famille. Donc je suis un gouverneur très comblé de joie, très satisfait de l'organisation de ces concertations du niveau communal au niveau régional. Déjà au niveau de la phase communale, ça a été un plein succès. Il y a eu beaucoup de recommandations et il n'y a eu aucun incident enregistré au niveau des 65 communes de la région de Kay. Et pour vous dire que ces débats se sont déroulés dans de très bonnes conditions, avec un très bon esprit. Et aussi au niveau régional, tout se déroule très bien aussi, et avec un esprit vraiment de discipline, de respect mutuel, et en tout cas de patriotisme. Donc nous avons bon espoir que à la fin de cette concertation au niveau régional, nous allons avoir des documents contenant les recommandations de toute la population de la région de Kay et qui pourra contribuer au bon déroulement au niveau national. Et nous pourrons nous attendre à de très bons résultats à l'issue de ces concertations. Cette étape du dialogue intermalien concerne également la diaspora. Les débats se tiennent dans les missions diplomatiques et consulaires un peu partout à travers le monde. Alors faisons un tour en Belgique pour voir comment les choses se déroulent. Là-bas, nous avons en ligne l'ambassadeur El Hadj Al-Husseini Traoré. Bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que se déroulent les discussions dans votre juridiction ? Les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se passent bien au niveau de la juridiction de Bruxelles, qui couvre le Royaume de Belgique, les Grands-Duchés de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Nos compatriotes pour cet événement sont sortis massivement, en effet, pour participer aux travaux. Ils viennent essentiellement des grandes villes de Belgique, à savoir Anvers, Liège, Bruxelles. Cependant, les autres compatriotes plaçants vont nous faire parvenir leurs contributions à travers une adresse que nous avons mise à leur disposition. Et nous allons bien sûr exploiter ces contributions et valider les rapports finaux. Au moment où je vous parle, les travaux se passent sereinement et ils se poursuivent au niveau des 5 thématiques retenues. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à passer en ce deuxième jour de dialogue intermalien? Oui, un message, c'est de dire que ce dialogue est une chance. C'est une chance qu'il faut saisir. Il s'agit d'une occasion ultime qui nous est donnée, nous Maliens, de discuter entre nous des défis qui se posent à notre pays et de proposer des solutions endogènes afin de contribuer au règlement de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d'une décennie.
En tout cas, c'est l'espoir que nous fondons ici au niveau de la juridiction de Bruxelles. Et j'imagine, à l'instar de toutes les missions diplomatiques et consulaires du Mali et de nos compatriotes aussi à l'intérieur du pays. Merci beaucoup, El Hadj Al-Husseini Traoré. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Mali en Belgique. Merci beaucoup. Bonne journée. De Bruxelles, partons au Congo-Brazzaville où nous avons M. Moussa Alou Koné. Il est ministre conseiller à l'ambassade du Mali, donc à Brazzaville. Monsieur Koné, bonjour. Alors, bonjour. Alors, comment se déroulent les travaux du dialogue intermalien à Brazzaville? En ce qui concerne Brazzaville, les travaux se passent très bien. Et hier, nous avons commencé avec la cérémonie d'ouverture et le discours de l'ambassadeur Adibou Diallo. Et après cette cérémonie d'ouverture, nous avons élu le président et le rapporteur général. Ensuite, il y a eu des groupes qui ont été constitués. Et de hier à pratiquement en ce moment, nous sommes en train de travailler dans les commissions, dans les travaux de groupe, sur les 5 thématiques. Les thématiques paix et réconciliation nationale et cohésion sociale. La deuxième thématique, question politique et institutionnelle. La troisième thématique, économie et développement durable. La quatrième thématique, aspect sécuritaire et défense du territoire. Et la cinquième thématique, géopolitique et environnement international. Donc, à l'heure où vous nous appelez à Brazzaville, pratiquement les travaux en commission sont terminés. Et nous devons rentrer en plénière pour que chaque groupe fasse la restitution en plénière sous la présence de l'ambassadeur Adibou Diallo. Et je pense que vraiment ces assises du dialogue intermalien sont un franc succès ici à Brazzaville. Et je pense que ça connaît une mobilisation de taille où toutes les parties prenantes sont là avec l'ambassade, que ce soit les représentants de nos communautés, que ce soit les fonctionnaires internationaux, que ce soit également toutes les associations représentatives de la communauté malienne dans la juridiction de Brazzaville. Nous avons aussi enregistré des délégués venus de la RDC, des délégués venus de l'intérieur de la République du Congo. Donc, ce qui augure qu'après les travaux en plénière, et demain, nous allons faire la synthèse du rapport du groupe et pour que les résolutions et les recommandations issues de nos dialogues puissent être validées et envoyées à Bamako pour les assises nationales. Merci beaucoup, M. Koné. C'est ce qu'on pouvait donc retenir du déroulement du dialogue intermalien phase région et diaspora, jour 2, d'autres échos de ces débats dans nos éditions futures. Également, dans l'actualité, nous abordons cette fois-ci l'actualité internationale. Plusieurs responsables américains confirment qu'un millier de soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme vont quitter le Niger. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, quelle réponse le pays de l'oncle Sam apporte à ce départ de ces militaires du Niger? La demande de retrait a été formellement acceptée par le numéro 2 de la diplomatie américaine lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien. Selon les termes de l'accord de retrait, une délégation américaine doit s'envoler pour le Niger dans les prochains jours afin de planifier les détails du départ de ce millier de soldats américains engagés jusqu'ici dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Les États-Unis avaient déjà suspendu l'essentiel de leur coopération avec Niamey le 26 juillet dernier. Et cette décision de retrait intervient à la suite de la dénonciation par les autorités de Niamey d'un accord de coopération militaire entre le Niger et les États-Unis. En mars dernier, le Niger avait dénoncé l'accord de coopération militaire signé avec les États-Unis en 2012, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement par Washington. Depuis sa prise de pouvoir, le nouveau régime de Niamey s'est rapproché de la Russie. Mi-janvier, Moscou a du reste annoncé la conclusion d'un accord visant à intensifier sa coopération militaire avec Niamey. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup pour ces explications, Nouhoum Sissoko. La Centrafrique dans l'actualité avec le naufrage d'un bateau qui provoque la disparition des dizaines de personnes et l'évacuation de plus de 100 blessés vers les hôpitaux. Le drame s'est produit sur la rivière Mpoko, au sud-ouest de Bangui. Alors, Lassina Keita, expliquez-nous les causes de ce naufrage meurtrier. Selon les témoignages recueillis auprès des secouristes et les survivants, la surcharge et la vétusté de l'embarcation seraient à l'origine du drame.
C'est une embarcation de fortune appelée baleinière de 20 mètres de long et 3 mètres de large, essentiellement construite en bois et est en activité depuis une dizaine d'années. C'est une scène de haine et de désespoir sur les berges de la rivière où on pouvait voir au milieu de l'eau des chaussures, des vêtements et des débris éparpillés autour de l'embarcation pulvérisée. Selon Firmin, un piroguier, il y avait plus de 300 personnes dans la baleinière qui se rendaient au village Mokola pour un enterrement. C'est 100 mètres après son départ que la baleinière s'est brisée en deux à cause d'une surcharge. Les secouristes sont allés à la recherche des victimes sans moyens de secours adéquats. Les piroguiers et les habitants se sont mobilisés pour tenter de sauver les naufragés. Selon le directeur général de la protection civile, Thomas Djimassé, au moins 58 personnes ont été retrouvées mortes et d'autres restent portées disparues. Plus de 100 blessés ont été évacués dans les hôpitaux pour des soins intensifs. Les opérations de recherche se poursuivent malgré une condition météorologique peu favorable. Les autorités promettent de mener une enquête pendant que les rescapés et les parents des victimes dénoncent le manque de matériel adéquat pour les secours, mais aussi le manque de contrôle en amont pour éviter ce genre de drame. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Lassine Keita, pour ces explications. Et le reste de l'actualité, en plus bref avec vous. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était hier en Gambie pour son deuxième déplacement à l'étranger après la Mauritanie. La Gambie a la spécificité d'avoir toutes ses frontières terrestres à l'intérieur du Sénégal. Et c'est une tradition de la diplomatie sénégalaise, celle de privilégier les voisins directs pour les premiers voyages officiels des présidents élus. Sur le plan commercial, la Gambie est l'un des principaux clients du Sénégal et représentait 8,7% des exportations intercommunautaires en 2022. La Gambie est aussi un partenaire crucial en termes de coopération militaire, notamment sur la question de la Casamance. Au Burkina Faso, un groupe de jeunes menace les voix critiques du pouvoir. Ils se font appeler les Gilets rouges. Ce groupe de jeunes se présentant sur les réseaux sociaux comme des soutiens à la transition menacent toutes les voix discordantes. Ils annoncent faire le tour des domiciles de ceux qui critiquent les actions du régime en place. Les porte-parole des Gilets rouges préviennent qu'ils vont s'attaquer directement et ouvertement à ceux qui sont contre le régime et qu'ils ne craignent pas non plus la justice. Pour le moment, les autorités burkinabées n'ont fait aucune déclaration. Au Rwanda, les parlementaires adoptent à l'unanimité en première lecture un projet de loi qui encadre les ONG. Les textes stipulent que les organisations ont l'obligation de soumettre aux autorités les rapports d'activité et financiers de l'année précédente ainsi que le plan d'action pour l'année à venir. Ils leur demandent également de ne pas consacrer plus de 20% de leur budget au coût de fonctionnement. Des mesures destinées selon le gouvernement rwandais à lutter contre les ONG qualifiées de peu sérieuses et de trompeuses qui ne remplissent pas leur mandat. Mais ce texte doit revenir devant le Parlement pour un vote au final. Le Nigeria, qui dépend fortement des ventes de pétrole, voit sa production de brut décliner cette année. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, le Nigeria a produit 1,2 million de barils par jour en mars dernier, en dessous de l'objectif de production quotidienne du gouvernement, qui est de 1,7 million de barils. À l'origine, le vol de pétrole brut et le vandalisme des pipelines. Les efforts visant à indiquer ces problèmes semblent échouer, ce qui a fait perdre au Nigeria en mars dernier son statut de plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique au profit de la Libye. Au Soudan, la guerre qui dure depuis un an entre des généraux rivaux a déclenché une crise humanitaire sans précédent. Deux hauts responsables de l'ONU ont appelé vendredi à redoubler d'efforts pour mettre fin à cette guerre alimentée par les armes des partisans étrangers. C'est illégal, c'est immoral et cela doit cesser, a déclaré la sous-secrétaire générale au Conseil de sécurité de l'ONU. Rosemary DiCardo a dressé un tableau désastreux de l'impact de la guerre. Plus de 14 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, 25 millions de personnes ont besoin d'une aide vitale et près de 9 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer. En Israël, le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier la convocation ce dimanche de certains ambassadeurs. Pourquoi ? Il s'agit des pays du Conseil de sécurité ayant voté en faveur de l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Les ambassadeurs concernés viennent de la France, du Japon, de la Corée du Sud, de Malte, de la République slovaque et de l'Équateur. Une vive protestation leur sera exprimée, a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères sur son compte X. Les ministres des Affaires étrangères de Turquie et d'Égypte ont appelé hier
à la désescalade des tensions au Moyen-Orient lors d'une réunion d'information conjointe à Istanbul. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a appelé Israël et le Hamas à faire preuve de retenue et à ne pas glisser vers un cadre plus large de confrontation militaire. La confrontation militaire, qu'elle soit directe ou indirecte, ne sert ni les intérêts du peuple palestinien ni la stabilité de la région, a-t-il déclaré. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, l'occupation des terres palestiniennes par Israël et le soutien inconditionnel de l'Occident sont l'une des principales raisons de l'instabilité au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous passons au journal des sports. L'actualité des sports, c'est avec Famourou Djourté qui va nous rejoindre en studio d'un moment à l'autre. Alors, Famourou Djourté qui va s'installer. Bonjour Famourou. Bonjour Ibrahima Traoré. On est bien installé? Très bien. Alors, nous débutons ce journal des sports par le football avec la 23e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit ce dimanche avec 2 rencontres. Oui, en première heure à 16h30, l'AS Police reçoit le Djoliba AC. Juste après, l'association sportive de Korofina sera face à Binga FC. Les 2 rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté. 3 matchs se sont joués ce jeudi. Le duel au sommet entre l'AS Bakaridian de Baraouli et l'US Bougouba a tourné à l'avantage du club de Baraouli par 2-0. Ce succès permet à l'AS Bakaridian de monter provisoirement sur le podium avec 39 points en attendant le match du stade Malin de Bamako ce lundi. L'USFAS a gagné 2-1 contre le club olympique de Bamako. Par ailleurs, ça va très mal pour le champion sortant, l'AS Real de Bamako, qui s'est incliné 2-1 devant l'US Bougouni au stade Moussa Diakité UTA. La 23e journée prend fin ce lundi avec les matchs Stade Malin de Bamako, Union sportive du Cercle de Kita et Afrique Football Elite, 11 créateurs. Compétitions africaines des clubs en Coupe CAF. La demi-finale allée se joue cet après-midi. Oui, le Zamalek du Caire accueille Dreams FC du Ghana, tombeur du stade malien de Bamako en quart de finale. Ce sera à 16h temps universel au Caire en Égypte. L'autre demi-finale oppose l'USM Alger à la Renaissance sportive Berkane du Maroc. Comme chaque confrontation algéro-marocaine, il faut s'attendre à des événements inattendus. Cette fois, le problème est lié au maillot du club marocain. À son arrivée en Algérie, les services de sécurité et les douanes algériennes ont décidé de ne pas autoriser l'entrée sur le territoire des bagages de la délégation marocaine car il contenait des maillots de l'équipe de Berkane arborant une carte du Maroc avec le Sahara occidental, ce qui a soulevé des objections de la part des autorités algériennes. Cette situation a contraint les joueurs du club marocain à passer 10 heures à l'aéroport d'Alger où les responsables de l'équipe de Berkane ont refusé de quitter les lieux et de changer les maillots officiels, affirmant qu'ils étaient approuvés par la Confédération africaine de football. De plus, ils ont menacé de ne pas jouer le match de ce soir contre l'USM Alger qui est prévu pour 20h. Et en Ligue des Champions, tout reste à jouer pour les 4 demi-finalistes au match retour. Oui, le tout-puissant Mazembe de la RDC a été accroché 0-0 par Al Ahly d'Égypte en demi-finale aller. À domicile, les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas réussi à dompter les Diables Rouges lors du premier acte de la double confrontation. Les Égyptiens brisent ainsi le signe indien en évitant la défaite au stade Kamalondo de Lubumbashi. Une première pour un club égyptien en 10 matchs. Les 2 clubs se donnent rendez-vous le vendredi prochain au Caire pour le deuxième acte de la demi-finale. En seconde demi-finale, la seconde demi-finale allée a vu la victoire 1-0 de l'Espérance de Tunis face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le match retour se joue en Afrique du Sud dans une semaine. Le Maroc et l'Angola se retrouvent ce dimanche en finale de la CAN de futsal 2024. Oui, 2 fois sacré, le Maroc brigue ce dimanche une 3e étoile en finale de la CAN de futsal. Ce sera contre la sélection angolaise qui a réalisé déjà son objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde et elle jouera sans pression. En se qualifiant pour la finale, le Maroc a validé aussi son ticket pour le mondial qui se tiendra en Ouzbékistan entre le 14 septembre et le 6 octobre 2024 et réunira 24 équipes. Une possibilité offerte aux 3 premières équipes du tournoi africain. Je vous rappelle que la CAN de futsal est à sa 7e édition. L'Égypte 3 titres, le Maroc 2 titres et la Libye 1 titre se partagent les 6 premiers trophées. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a annoncé qu'il assistera à la
finale de futsal 2024 ce soir au complexe Moulay Abdallah de Rabat. La finale de futsal Maroc-Angola est prévue pour 20h. Le match pour la 3e place entre l'Égypte et la Libye est prévu pour 16h. On boucle ce chapitre football par le Classico, le vrai. Le Real Madrid reçoit ce soir le FC Barcelone en championnat. Ah oui, éliminé en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone joue vraisemblablement sa dernière carte en Liga ce dimanche lors du Classico face au Real Madrid ce soir à 19h GMT. Deuxième du classement à 8 points du rival madrilène, le Barça perdra certainement tout espoir de conserver son titre des champions d'Espagne s'il ne s'impose pas face aux hommes de Carlo Ancelotti. Quant aux merengues, une victoire aujourd'hui au stade Santiago Bernabéu où le club madrilène est toujours invaincu cette saison leur offrirait 11 longueurs d'avance à 6 journées de la fin du championnat. Ce sera le 257e Classico de l'histoire sur les 256 précédentes confrontations. Le Real enregistre 104 victoires contre 100 pour le FC Barcelone et 52 matchs nuls. En basketball, la 5e journée du championnat national prend fin ce dimanche au Palais des Sports de Bamako. Et les affiches sont AS Police Sigidekaï, AS Real USFAS en messieurs et AS Police Centre Bintou Dambélé et AS Real USFAS sur le tableau féminin. Donc là, c'est pour la clôture de la 5e journée du championnat national de première division en basketball. En ouverture, en série dames, le choc Djoliba AC Stade Malien de Bamako a tourné en faveur des Rouges de Bamako par 76-69. Calaban Sport Club a été battu 45-70 par l'AS Mandé. Sur le tableau masculin, le centre de référence de basketball de Tombouctou n'a pas fait le poids devant le Stade Malien de Bamako qui s'est imposé par 61-56. Atar Club de Kilat s'est largement imposé 81-40 contre l'AS Commune 1. C'était le journal des sports, une signature de Famrou Djourté. Merci et à dimanche prochain. Inch'Allah. Focus Santé. La chronique santé de ce journal s'intéresse à ce dimanche à l'infertilité. C'est en rediffusion avec Koumba Sissé. Les problèmes liés à la conception d'un enfant dans un couple sont nombreux. Les infections génitales féminines et masculines, l'irrégularité du cycle et même l'azospermie peuvent être à l'origine de l'infertilité. Professeur Drissa Kariba Konaté, gynécologue obstétricien. C'est chez la femme que les infections causent vraiment des soucis de fertilité. Il y a les infections à chlamydia, il y a les infections à mycoplasme. Au niveau de l'éjaculation, il y a deux problèmes. Le premier problème qui est situé au niveau de la production même des spermatozoïdes. C'est des gens chez qui le spermatozoïde n'est pas produit. Donc, c'est dans le sperme, il y a le liquide, mais l'élément même essentiel pour la fécondité, le spermatozoïde n'existe pas. Le second cas, c'est les problèmes d'évacuation, c'est-à-dire le conduit qui amène le sperme au dehors. Souvent, c'est à ce niveau que c'est bouché suite à des infections sévères causant des inflammations et des obturations. En plus des infections, le fibrome utérin peut aussi provoquer l'infertilité chez la femme. Il y a un groupe de fibromes qu'il faut traiter parce qu'ils peuvent être effectivement responsables d'infertilité. Ça, c'est les fibromes qui sont situés à l'intérieur de l'utérus, qui sont intracavitaires ou bien qui sont sous-muqueux, donc ils sont vraiment en interne. Pour remédier au problème, le diagnostic des causes de l'infertilité est primordial. Professeur Drissa Kariba Konaté. Tout commence effectivement par l'examen de la femme, chez qui on va rechercher des infections. On va pousser pour faire un bilan hormonal, regarder si au niveau de la production des hormones, il n'y a pas de souci. Voir si la femme a un cycle régulier. Ensuite, se suivra l'examen de l'organe génital féminin, à savoir le col, l'endomètre, les trompes et les ovaires. Chez l'homme, on fait le spermogramme pour regarder est-ce que la quantité des spermatozoïdes, la valeur est normale, est-ce que les spermatozoïdes sont bien mobiles, est-ce que leur forme est normale, est typique ou atypique. Une fois le problème connu, le traitement s'ensuit. Une fois qu'on a fait l'antibiogramme, le traitement adapté donné, généralement l'infection, on en arrive à guérir cette infection. En plus de l'antibiotique, il y a également des anti-inflammatoires qu'on donne. Les infections peuvent également provoquer des obstructions au niveau des trompes. Donc, pour boucher les trompes, souvent on utilise des méthodes de cathétérisme pour déboucher les trompes. Dans certains cas, si le traitement médicamenteux n'a pas été efficace,
Le dernier recours, c'est l'insémination. Professeur Drissa Kariba Konaté. Généralement, on va vers l'insémination quand on a essayé la méthode naturelle sans avoir de résultats probants. C'est en ce moment qu'on va vers l'insémination. Donc l'insémination va consister à prendre le spermatozoïde, préparer au laboratoire et de l'injecter dans l'utérus. Alors, ceux qui sont dans des cas similaires, la recherche de la cause est très importante. Elle permet d'établir le diagnostic et de prescrire le traitement à suivre. Focus Santé. 13h40, c'est ce numéro de Focus Santé qui met fin donc à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Une édition essentiellement consacrée au deuxième jour du dialogue intermalien, phase régionale et diaspora. D'autres échos de ce dialogue dans nos futures éditions. Grand merci à Bourama Traoré qui assure la coordination éditoriale de ce 13h dimanche avec à la mise en onde Sidi Koulibaly, à la mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, à la réalisation Lassina qui est à retrouver dans un instant Famourou Diourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30 la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir et très bon dimanche.